Chère taille respectée, cher Sangha, aujourd'hui nous sommes le 29 novembre de l'année 2020. Nous sommes au hameau nouveau du village des Pruniers. En ce moment, au hameau nouveau, il y a une congrégation d'à peu près 65 personnes ici. Mais je sais qu'en ce moment même, je suis ici aussi là-bas, au hameau du bas, au hameau du haut, et dans tous les autres lieux où des amis se sont joints à nous pour le partage de ce matin. La pleine conscience, la concentration et la vision profonde, ce sont les essences des pratiques du village des Pruniers. Et nous savons, on nous rappelle tous les jours de cultiver les énergies de pleine conscience, de concentration et de vision profonde. Et une journée entière dans le monastère, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous sommes en train de nous endormir dans notre lit, nos pratiques, toutes nos pratiques ont toutes pour but de nous aider à cultiver ces énergies à l'intérieur de nous. Et donc, c'est approprié de mentionner ces pratiques encore et encore, même si ça peut faire des milliers de fois que certains d'entre vous entendent parler de ces pratiques. Mais c'est toujours un très bon rappel. C'est très bien de se rappeler, de cultiver la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Surtout pour ceux d'entre nous qui se joignent à nous aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas encore très familiarisés avec ces pratiques de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde. Et donc je voulais mentionner brièvement ce en quoi ces pratiques de méditation consistent. Parce que ces pratiques sont vraiment ce sont les essences de la pratique de la méditation. La pleine conscience, c'est la conscience de ce qui se déroule à l'intérieur de notre corps, de nos sentiments, de notre esprit, et la conscience de ce qui est en train de se passer alentour de nous. La pleine conscience, c'est comme une lumière. Quand on parvient à revenir à notre respiration ou à faire des pas en pleine conscience, on allume cette lumière dans notre cœur, dans notre esprit, de façon à ce qu'on puisse voir avec clarté ce qui est en train d'avoir lieu dans le moment présent, ce qui est en train d'avoir lieu dans les domaines du corps, des sensations, des perceptions, des formations mentales et de la conscience. Et quand on est présent et conscient, on est vraiment là. On est présent, on est concentré, on n'est pas en train de fuir dans notre tête. On est là pour voir, et c'est ce qu'on appelle la concentration. On est concentré sur ce qu'on est en train de voir, de regarder, sur l'objet de notre conscience. Et ce sont ces énergies d'être présent, d'être concentré, qui nous aident à regarder en profondeur dans les causes et les conditions, dans les racines qui font
que les choses sont comme elles sont, que nous sommes tels que nous sommes. Et c'est la compréhension, c'est la vision profonde qui nous aide à transformer la situation, qui nous aide à être libres, libres quoi qu'il arrive. On parvient à se libérer des objets auxquels on s'accroche encore, des choses desquelles nous ne sommes pas encore libérés. Et donc ces trois énergies sont très importantes. Ce sont ces énergies qui sont le Bouddha en nous, le bébé Bouddha en nous. Quand on génère ces énergies, le bébé Bouddha en nous prend vie. Et le plus fortes sont ces énergies. De même, le Bouddha en nous va devenir plus fort et plus grand. Et ce sont des pratiques si simples qu'on fait chaque jour pour générer ces énergies. La respiration, le simple fait d'être consciente de notre respiration, d'être consciente de notre corps, de nos pas, être conscient de ce qui est en train d'avoir lieu dans notre cœur et dans notre esprit. Ce sont des pratiques si simples qui nous permettent d'être conscients et de générer ces trois énergies. Mais quand ces énergies sont là, elles nous rehaussent à un niveau différent d'expérience. On expérience toutes les sensations, les sentiments, les perceptions à un niveau différent. Ce sont des pratiques simples, accessibles et faisables. Mais ma question, pour moi et pour vous, c'est pourquoi est-ce qu'on est encore tellement en train de se débattre? Pourquoi est-ce que ces pratiques sont si simples, mais que dans notre vie quotidienne, la plupart du temps, on n'est pas en pleine conscience? N'est-ce pas? Qui parmi nous est en pleine conscience la plupart de la journée? Est-ce que vous pouvez lever la main? Je ne vois pas beaucoup de mains. Je ne sais pas si au hameau du haut ou au hameau du bas, quelqu'un a levé la main. Mais en tout cas, pourquoi? Ma question c'est ça. Pourquoi? Cette question, je me la pose tous les jours. Je sais que ces énergies sont si importantes et je sais qu'elles sont innées en moi. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de les éveiller grâce à toutes ces pratiques de base et ça suffit pour me rendre éveillée. Et pourtant, ce n'est pas aussi simple que ça à faire. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas l'environnement qui me permette de le faire. Ce n'est pas parce que mes sœurs... Cela, c'est pas parce que mes sœurs ne me soutiennent pas dans la pratique, mais c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose dans mon esprit qui m'empêche vraiment de m'établir profondément dans le moment présent et d'embrasser de tout mon cœur ces pratiques. Et je sais que ces pratiques sont vraiment très bénéfiques pour moi. Et mon aspiration en tant que monastique, c'est vraiment de cultiver ces énergies en moi pour que je puisse être libre, pour pouvoir aider d'autres personnes à se libérer aussi, à être heureux. Et donc, pourquoi? Donc, c'est une question que je me pose toujours. Alors, aujourd'hui, on peut explorer pourquoi.
Et aussi dans le contexte du sujet de cette retraite et de ce qui se passe dans le monde en ce moment où il y a beaucoup de discrimination, la question aussi survient. D'où vient cette discrimination? Est-ce que la discrimination se passe seulement parmi certaines personnes? Est-ce qu'il s'agit seulement envers des personnes d'une couleur de peau particulière? Qu'est-ce que c'est? Ou d'où ça vient? Nous apprenons, et Thai nous répète toujours, et le Bouddha également, que tout est une manifestation de notre esprit. Même notre corps physique est une manifestation de notre corps. Même nos maladies physiques sont une manifestation de notre esprit. Notre environnement également est une manifestation de notre esprit. Et donc les études pour comprendre l'esprit sont cruciales dans la pratique, pour la pratique, parce que sans une compréhension du fonctionnement de l'esprit, on serait vraiment en difficulté et on continuerait à avoir des problèmes tout le temps et on serait toujours dans la pénombre sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi on est comme on est. Donc je vais commencer avec cela. Et Sayak Nim, maintenant, elle est avec nous aujourd'hui pour le hameau nouveau et dimanche dernier, elle a partagé dans son enseignement sur la conscience. Et donc, je vais mentionner à nouveau la conscience pour rafraîchir notre mémoire. Beaucoup d'entre nous au village des Pruniers avons déjà appris cela, mais beaucoup de nos amis peut-être ne sont pas familiers avec ça. Alors, je vais continuer sur ce sujet. Donc, nous aimons utiliser cette image du cercle qui représente notre conscience. Et nous avons appris la semaine dernière qu'il y a beaucoup de différents niveaux de conscience, beaucoup de niveaux différents de conscience. Nous avons appris qu'il y a la conscience du tréfonds, la base de notre conscience. C'est les fondements de notre conscience. Là où toutes sortes de graines sont préservées, sont emmagasinées, toutes sortes de graines imaginables, des plus négatives jusqu'aux plus positives, tout un spectre de graines sont présents ici. C'est ce que nous avons appris tellement de fois. Et nous savons que dans la partie supérieure de la conscience, dans la représentation, il y a les sens, les consciences des sens. Mais avant, en revenant à la conscience du tréfonds, la conscience du tréfonds est aussi impermanente et n'a pas de soi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui stimulent la conscience du tréfonds et la conscience stimule des choses aussi. Il y a une relation avec les autres, tout ce qui est.
Et la conscience du tréfonds est faite de la conscience individuelle, mais aussi de la conscience collective. Et c'est grâce à l'impermanence et au non-soi c'est pour ça que la conscience du tréfonds est en même temps individuelle et collective. Il n'y a pas d'être de soi séparé dans la conscience du tréfonds. Et donc, dans la partie supérieure de la conscience, il y a les sens, les consciences des sens, les yeux, les oreilles, la conscience des yeux, la conscience des oreilles, la conscience du nez, la conscience de la langue et la conscience du corps. Ce sont comme des fenêtres. Des fenêtres qui nous permettent d'entrer en contact avec le monde extérieur pour que la conscience profonde entre en contact avec le monde extérieur. Ce sont comme des fenêtres, des petites fenêtres. C'est de là que viennent les stimuli et aussi la conscience interagit avec l'extérieur à travers ces fenêtres. Et la sixième conscience, c'est la conscience de l'esprit. Et aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler, c'est Manas, notre ami Manas. J'ai toujours voulu parler de Manas et j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que c'était pas le sujet de l'enseignement que je donnais ce jour-là, donc j'ai jamais vraiment eu l'occasion. Mais en dessinant ce diagramme, on peut comprendre les différents niveaux de la conscience. Et j'ai jamais eu l'occasion de parler de Manas, de ce niveau de conscience. Mais aujourd'hui, c'est le sujet duquel je vais parler. Comment fonctionne Manas, comment il affecte notre discrimination et beaucoup d'autres choses en nous. Donc, Manas, c'est une fonction de la conscience. Avant d'aller à Manas, je vais revenir aux six consciences. Manas, c'est la septième conscience. Manas et les six consciences sont ce que nous appelons les consciences qui évoluent, parce qu'elles viennent de la conscience du tréfonds et elles évoluent en fonction de la conscience du tréfonds. Elles font évoluer la conscience du tréfonds également. Manas aussi vient de la conscience du tréfonds. Il vient d'une graine d'illusion et d'avidité de la conscience du tréfonds qui se manifeste. Manas redescend à la conscience. C'est comme si Manas s'accrochait à une partie de notre conscience du tréfonds. Et Manas, en s'accrochant, il prétend que cette partie de la conscience, c'est soi, c'est moi, c'est le moi. Manas grasp onto store consciousness. Manas s'accroche, s'attache à une partie de la conscience profonde et considère que c'est le soi, s'identifie à ce soi.
And so manas is where the belief. Et donc, manas, c'est là que réside l'idée d'un soi séparé. Et c'est là aussi, c'est un mécanisme de défense de l'instinct de survie en nous. Manas, c'est la protection du soi, la préservation du soi. Et il y a 4 caractéristiques de Manas. La première, c'est Nashi. Elle l'a dit en vietnamien. C'est l'ignorance. L'ignorance du soi. L'ignorance par rapport au soi. L'ignorance, l'illusion qui nous fait prétendre qu'il y a un soi séparé ou une identité séparée. Donc la vision erronée d'un soi. C'est une perception, une idée d'un soi séparé qui discrimine. Là, il y a le soi et là, il y a ce qui n'est pas le soi. Moi, mes 5 skandhas, mon corps, mes sensations, mes perceptions, mes formations mentales et ma conscience, ça définit moi. Et tout le reste, tout ce qui n'entre pas dans ces catégories, c'est pas moi. Le deuxième, c'est un complexe relatif au soi. C'est la fierté, l'arrogance du soi qui cause aussi une discrimination et regarder de haut ce qui n'est pas à soi. C'est l'attachement à soi, l'attachement à l'idée d'une identité séparée, d'une existence séparée. Donc nous savons que ces 4 caractéristiques de Manas sont une base. C'est à la base de ces croyances, de ces idées d'un soi séparé. Et ça cause aussi beaucoup de notre souffrance. Beaucoup de notre souffrance est causée par ça, le sentiment d'être séparé, d'être isolé, de se sentir seul, et d'être aliéné, se sentir comme ça. Beaucoup d'entre nous, spécialement pendant le temps de Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sentent vraiment seules, vraiment aliénées, séparées de tout le reste, de chacun. Et c'est aussi la base de tous ces meurtres qui se passent, de tout. Et aussi, que vous le croyez ou non, le changement climatique vient de là. Parce qu'il y a cette idée que ça c'est moi, je me protège et je prends. Je veux avoir tout ce qui est nécessaire pour mon bien-être, pour le bien-être de ce soi. Peu importe ce qui se passe autour, c'est juste pour moi, je prends. Et peu importe l'environnement, la planète. Et nous consommons de manière qui ne respecte pas la terre-mère, qui ne prennent pas soin de la terre-mère, parce que nous voulons simplement satisfaire nos besoins. Et nos besoins, vraiment, n'ont pas de fin, sont sans fin. Nos besoins de confort, de beaucoup de choses matérielles. De quoi on a besoin? Beaucoup d'argent, peut-être? Beaucoup de choses à consommer, à acheter.
Il y a beaucoup de personnes qui ont tellement de choses et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez. Et s'ils pouvaient donner un tout petit peu de ce qu'ils ont, peut-être que les personnes désavantagées, les personnes pauvres ça pourrait être un grand soutien pour eux. Mais c'est parce que Manas est là et dit, ça c'est moi et je dois me protéger, je dois protéger le moi et je dois obtenir, avoir des choses et plus j'en ai, mieux c'est. Et nous savons qu'avec la situation du climat, ces réalités affectent, ce qui affecte les autres m'affecte également. Et nous voyons cela avec le changement climatique. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe de l'autre côté de la planète nous affecte ici. Nos comportements ici affectent aussi les personnes qui sont de l'autre côté de la planète. Il y a ce lien, cette interconnexion que souvent nous ne reconnaissons pas. And so Manas, its functions. Donc, les fonctions de Manas, la fonction de Manas, c'est de s'approprier un soi. Et donc, Manas veut éviter toutes sortes de souffrances, fuir la souffrance. Manas vraiment ne veut pas faire face à la souffrance. Ça paraît familier, hein, n'est-ce pas, cette tendance. Pour beaucoup d'entre nous, c'est dur de faire face à notre souffrance. C'est vraiment envahissant parfois de regarder notre souffrance. Parfois, c'est même impossible de revenir en soi et de regarder notre souffrance. Parce que Manas ne veut pas voir qu'il y a de la souffrance. Manas va trouver toutes sortes de moyens possibles pour fuir la souffrance. Et Manas ignore aussi les bienfaits de la souffrance. Nous savons que dans les 4 nobles vérités, la première de ces vérités, c'est la souffrance. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que la souffrance est une vérité noble? Elle ne peut être qu'une noble vérité que quand nous reconnaissons qu'il y a la souffrance, oui, nous avons de la souffrance, et quand nous sommes capables de rester avec cette souffrance, de la reconnaître, lui faire face, alors à ce moment-là, nous pouvons comprendre les causes et les conditions qui ont fait surgir cette souffrance. La souffrance a été créée à un certain moment de notre vie, à un certain moment. Et donc, quand nous pouvons rester avec notre souffrance, conscients d'elle, quand nous pouvons pratiquer, d'embrasser, d'être conscients de notre souffrance, alors nous pouvons commencer à voir les causes et les conditions. Et ça, c'est la deuxième noble vérité. Et c'est seulement quand nous pouvons voir les causes et les conditions de notre souffrance que nous pouvons faire quelque chose pour transformer cette souffrance. Et ça, c'est la 4e noble vérité. La 4e noble vérité, c'est les pratiques du chemin, du noble sentier octuple. La 4e vérité, c'est le noble sentier octuple. Ces pratiques, 8 pratiques, nous aident à faire l'expérience d'un grand bonheur et d'une grande liberté. Et donc, c'est la souffrance qui nous aide à faire l'expérience du bonheur et de la liberté.
Manas ne voit pas cela. simply does not want. Manas, simplement, il ne veut pas faire face à la souffrance et ne veut pas voir qu'il y a des bienfaits dans la And souffrance. because it doesn't see the goodness of Et suffering, parce que Manas ne voit pas les bienfaits de la souffrance, il ignore également the interbeing between suffering l'intérêt-être, la relation d'intérêt-être entre la souffrance et le bonheur. Manas ne voit pas the lotuses que les lotus ont besoin de boue and pour that grandir without lotuses, without et, mud, et que sans la boue, there wouldn't be any lotuses. il ne pourrait pas y avoir de lotus. And manas, another function of manas is that Et une autre fonction de Manas, pleasures c'est que Manas recherche le plaisir, or nature sans faire attention aux dangers ou aux conséquences négatives que ça pourrait amener. pleasures Les plaisirs à court terme, les plaisirs that will bring along with it a lot of pain and a lot of suffering. qui entraînent beaucoup de douleur et de souffrance. Manas doesn't care. Manas ne fait pas attention aux conséquences et Manas only n'accorde pas d'importance à ça. Manas veut simplement faire l'expérience du plaisir. and it ignores the danger of Et Manas ignore les dangers pleasures. de ses plaisirs. It ignores the danger of Il ignore pleasure seeking. les dangers de la recherche du plaisir. And it also ignores the law of moderation. Et Manas ignore également la loi de la modération. One of the things when I notice is that Une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'au Hameau Nouveau, nous cuisinons vraiment de la bonne nourriture. Et parfois, good parce que la nourriture est bonne, more than what we parfois nous prenons plus que ce dont nous avons besoin. and afterward we're complaining. Et après, on se plaint qu'on a trop mangé, on se sent pas à l'aise, on a trop mangé. Well, that's manas playing Ça, c'est with us. Manas en action, qui joue avec nous. Know that Manas enough. ne sait pas que nous avons juste besoin de manger suffisamment, que nous n'avons pas besoin de manger trop. Manas ne sait pas, ne connaît pas la loi de la modération. Quand il y a quelque chose que Manas reconnaît comme plaisant, It will hoard bon, il va aller chercher, and too much of something, va vouloir avoir cela. Et right? Even a good thing. trop de quelque chose peut vous rendre malade, même quand ce sont des bonnes choses. Last week, Sister Yaknim talked about the La semaine dernière, Sœur Yakni m'a parlé de la peur originelle. Ça, c'est le travail de Manas. Manas a peur de mourir, a peur d'avoir faim, and abandonment. d'être seul, d'être abandonné. That original fears. Ce sont les peurs originelles. In other words, it's En original d'autres desire, termes, it's desire, le désir originel, le désir le plus profond de Manas, c'est de survivre. C'est le désir originel. Et donc, Manas est effrayé, a peur de mourir et va essayer d'éviter ça, de mourir, d'avoir faim, d'être abandonné. and it doesn't see the danger of these Et il ne voit pas le danger de ces peurs, parce que ces peurs peuvent être vraiment envahissantes. Et ces peurs peuvent nous mener à des comportements destructeurs. and it can prevent us from Et ça recognizing peut nous empêcher de reconnaître et de profiter du bonheur qui est dans le moment présent. it prevents us from enjoying Ça nous empêche whatever it is that we are having in the present moment. de profiter de tout ce qui est là, de ce dont nous disposons dans le moment présent. And so it doesn't recognize and it doesn't enjoy the happiness in the present. Donc, Manas ne reconnaît pas ni ne profite du bonheur dans le moment présent parce qu'il cherche toujours le bonheur. Mais
le bonheur ailleurs, here. pas, pas d'ici, pas le bonheur qui vient d'ici, ce bonheur And it's qu'on trouve dans la pratique. the conditions of Et happiness Manas right here and right ne voit pas non plus que les conditions de bonheur sont disponibles ici et maintenant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de revenir simplement en nous et d'être conscients de ce que nous avons et de reconnaître ainsi que nous avons plus de conditions que nécessaires pour être heureux. Heureux ici et maintenant. we talk about the feelings. Nous parlons des sensations. Mention this a little bit. Je vais mentionner ça un peu. Il y a 3 sortes de sensations. Les sensations plaisantes, déplaisantes et neutres. Et donc, on sait que Manas va chercher à avoir des sensations plaisantes et il va essayer d'éviter les sensations déplaisantes. Recognize these neutral feelings. Mais il ne reconnaît pas les sensations neutres qui sont abondantes dans notre vie quotidienne. And that with mindfulness, Et qu'avec la pleine conscience, feeling that we consider nous pouvons reconnaître kind of like a Nous pouvons reconnaître que ces sensations neutres, un peu feelings that qui sont ni positives ni négatives, excites us, qui nor create c'est pas des sensations qui nous donnent beaucoup d'excitation et nous créent beaucoup de souffrance. C'est des sensations neutres. Et si nous sommes conscientes d'elles, recognize them, si nous les reconnaissons, they are really nous pouvons nous rendre compte qu'elles sont vraiment des conditions de bonheur. always talk about it. Et un exemple que Tai nous donne souvent, c'est avoir mal aux dents. Have a toothache, En ce moment même, beaucoup d'entre nous n'avons pas mal aux dents et nous n'avons pas une rage de dents et nous ne reconnaissons pas pourtant le bonheur que c'est de ne pas avoir de rage de dents. Parce que ne pas en avoir, cette sensation neutre dont on fait l'expérience maintenant, c'est un élément, une condition de bonheur. so we know that where it's coming from. Donc nous savons Attitude. d'où ça vient, cette attitude. Ça vient de Manas. So next time when we Donc notice that la prochaine fois we're not que nous remarquons que nous ne sommes pas en train d'apprécier les conditions que nous avons ici et maintenant, appreciating them, que nous taking them ne les apprécions pas, que nous les considérons comme garanties, nous savons que c'est Manas qui est en train d'agir là. Manas qui nous éloigne de l'appréciation profonde experiences des expériences neutres qui se passent, that are really conditions for happiness. de ces expériences neutres qui sont vraiment des conditions pour notre bonheur. Manas doesn't see the environment. Manas ne voit pas l'environnement It doesn't see the environment. comme lui, comme soi. Manas voit l'environnement comme quelque chose de différent de soi. And it discriminates. Et il discrimine. Là, il y a le soi, et là, c'est le non, c'est pas le soi. So it has a Ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. Et donc, Manas a cette tendance à discriminer, à rejeter not self. ce qui n'est pas moi. And so we know that the root of Et discrimination donc, nous savons que les racines de la discrimination se trouvent vraiment dans Manas, en chacun de nous. it seems Cette of our conscious partie de notre conscience, cette grande partie de notre conscience qui est cet esprit de discrimination, me, cette this is mine,
esprit qui discrimine, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Et la seule chose dont je me préoccupe et que je veux protéger et garder, c'est avec de tout mon être, c'est vraiment ça, mes 5 skandhas. Et tout le reste, c'est là pour servir les 5 skandhas qui sont les miens. Et donc, dans le contexte de la discrimination, nous voyons que chacun, chacune avons ces graines, cette tendance à discriminer, pas seulement les personnes, envers les personnes d'une couleur de peau particulière. Et souvent, les victimes de discrimination sont aussi des personnes qui perpétuent la discrimination. Et pour pouvoir vraiment transformer la discrimination en nous, nous devons vraiment faire face à Manas, le confronter, se confronter à Manas. Et Manas, c'est pas quelque chose de facile auquel se confronter, parce que la conscience du tréfonds et Manas fonctionnent de manière avec des manières que notre conscience, notre esprit, notre conscience de l'esprit ne connaît pas, ne comprend pas. En d'autres termes, nous n'avons pas vraiment accès à leur manière de fonctionner. On peut voir simplement des manifestations différentes dans notre conscience, dans notre esprit, de temps en temps si nous sommes conscients de ça, mais en fait, Manas est toujours en train de fonctionner 24 heures sur 24 et Manas affecte chaque partie de nous-mêmes, de notre façon de nous voir, de notre façon de voir les autres, de notre façon de nous relier à nous-mêmes, aux autres, à l'environnement, à tout. Donc, alors comment est-ce que nous pratiquons pour éclairer Manas, pour le reconnaître et le mettre en lumière? Comment est-ce que nous pratiquons pour nous libérer de Manas, de l'emprise de Manas? We know that store consciousness is impermanent. Et nous savons que la conscience du tréfonds est impermanente et sans un être, sans un soi séparé. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que Manas est impermanent et n'a pas de soi séparé. Manas, c'est l'esprit illusoire en nous, l'esprit d'illusion. Et c'est Manas qui nous limite, les limites de notre conscience. Quand je fais cela, ce geste, je pense à un cheval qui a des œillères des deux côtés de la tête, comme ça il ne peut pas voir, il peut voir qu'en face. Et comme ça il va aller en face, mais il ne va pas être distrait et avoir envie de tourner d'un côté ou de l'autre. Manas, c'est comme ça. Il nous limite. Il limite notre expansion, l'expansion de notre être. Nous sommes illimités. Nous avons des potentiels illimités en nous-mêmes. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous pensons être. Nous contenons tout l'univers. Nous sommes un miracle de la vie. Et nous faisons partie de ces merveilles de l'univers. Nous sommes des miracles de la vie. Et pourtant, on ne voit que ça, cette partie infime de nous-mêmes, à travers notre souffrance,
à travers toutes sortes de dramas qui se passent au cours de la journée, à travers les luttes, les combats intérieurs qui se passent ou avec d'autres. Nous ne voyons qu'une partie vraiment réduite de la réalité. Et donc, comme Manas c'est impermanent, ce qui veut dire que Manas peut être transformé, ce qui veut dire que nous pouvons vraiment aller au-delà de ces limitations, faire l'expérience de nous-mêmes en tant qu'un vrai miracle de la vie. Alors, où est-ce qu'on commence? On commence avec la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. C'est la clé. C'est la clé qui nous aide à transformer Manas. C'est vraiment avec la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Ce sont les pratiques. Donc, la conscience de l'esprit, la sixième conscience, mind consciousness relies on la conscience de l'esprit repose sur Manas pour se manifester. Donc la base de la conscience de l'esprit, c'est Manas. Mais en même temps, la conscience de l'esprit peut réaliser le travail de cultiver la concentration, la pleine conscience et la vision profonde. En d'autres termes, c'est l'esprit et la conscience de l'esprit qui peut apporter lumière pour voir Manas, pour éclairer Manas et avoir conscience. Et donc, quand nous entraînons Manas, la conscience de l'esprit avec les pratiques de la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, nous éclairons vraiment, nous apportons cette lumière et nous créons vraiment des sentiers, des chemins neuronaux. Nous éduquons Manas pour pouvoir voir l'inter-être, la nature de l'inter-être, la nature de l'interconnexion, l'interdépendance, les conditions interdépendantes de tout ce qui survient. Parce que nous savons que Manas ne voit pas cela, ne voit pas l'interconnexion, l'inter-être. Manas ne voit que la discrimination entre le soi et ce qui n'est pas le soi. Et donc, quand nous apportons ces compréhensions à Manas, et c'est la conscience qui apporte cette compréhension à Manas. Et nous avons toutes sortes de pratiques dans notre vie quotidienne pour apporter cette lumière, cette compréhension à Manas. Donc quand nous parlons de pleine conscience, de concentration et de vision profonde, ce sont vraiment des pratiques pour que nous puissions nous arrêter pour pouvoir regarder profondément, pour avoir ces compréhensions profondes, ces visions profondes de l'inter-être, l'interconnexion, le non-soi. Et que ces visions profondes, nous les téléchargeons en quelque sorte pour Manas. On les donne à Manas pour qu'elle puisse s'éduquer, pour qu'elle puisse se transformer. Donc, toutes nos pratiques, c'est vraiment pour éduquer Manas. Mais il y a certaines pratiques que je trouve très utiles. L'une d'entre elles, que j'aime beaucoup,
la pratique des gathas. On pense que les gathas, c'est seulement pour les novices. Mais en fait, ce sont vraiment des outils puissants qui nous aident à regarder profondément. Ils ne nous aident pas seulement à être présents dans chaque chose que nous faisons, mais aussi ils nous aident à regarder profondément. Combien d'entre nous ici pratiquons les gathas? Les gathas, c'est des poèmes qui nous accompagnent tout au long de la journée. Je vois que les sœurs ne lèvent pas la main. Je les trouve très utiles, vraiment, les gathas. Ils m'aident à regarder profondément. Et je vais lire plus tard quelques-uns des gathas que nous pratiquons, qui nous aident vraiment à regarder et à voir la nature de l'intérêt-être en nous. Et d'autres pratiques qui nous aident beaucoup, ce sont les exercices de méditation guidée. Pendant cette retraite des pluies, nous avons pratiqué des exercices de méditation guidée vraiment très profonds, qui nous aident à voir notre nature profonde, notre nature véritable de non-être, de non-essence et de non-mort. Et à chaque fois que nous avons l'occasion d'aller à la méditation assise, nous avons l'occasion d'utiliser ces méditations guidées. Les utiliser, les mettre en pratique pour cultiver la vision profonde de l'interconnexion, l'inter-être. Il nous aide à contempler. Mais une des pratiques que j'aime vraiment, c'est manger. La pratique des repas, parce que c'est la pratique la plus concrète, peut-être, qui m'aide à voir la nature d'inter-être, d'interconnexion. La nourriture que je considère faire partie de l'environnement, que Manas considère que c'est pas moi, la nourriture. En la mangeant, cette nourriture en pleine conscience, vous vous rendez compte que cette nourriture que vous mâchez devient une partie de vous et on ne peut pas vivre sans nourriture, n'est-ce pas? On a besoin de cette nourriture pour survivre. Et donc, d'une certaine manière, cette nourriture, une fois qu'elle est dans notre corps, elle fait partie de nous. Mais si nous pensons d'où vient la nourriture, d'accord, il y a quelques éléments comme le soleil, la terre, l'air, la pluie, les fermiers, les agriculteurs, mes sœurs qui cuisinent ces aliments, tous ces éléments qui ne sont pas la nourriture font aussi partie de moi, parce que sans ces éléments, je ne pourrais pas survivre, je ne pourrais pas avoir de la nourriture à manger. Et donc, d'une certaine manière, ces éléments sont aussi moi. Ils sont aussi une partie de moi. Ils sont indispensables à ma survie. Manas ne voit pas cela. Manas, non, il ne voit pas ça. Mais avec les pratiques de la pleine conscience, nous voyons ça. Nous apprenons, nous nous entraînons à voir cela, cette réalité véritable. Et donc, la pratique de manger en pleine conscience, c'est vraiment très puissant et ça nous aide à faire l'expérience de la vision profonde de non-soi, de l'interconnexion, de l'inter-être. Et comme nous sommes capables de manger de cette manière, avec ces visions profondes, nous apportons la lumière à Manas pour que Manas puisse voir
puisse voir que l'environnement est aussi une partie de nous, that we are que environment, and the nous environment sommes l'environnement, que l'environnement c'est nous. and so sometimes we when we eat Et donc, New Hamlet, we parfois quand nous mangeons au Hameau Nouveau, nous aimons manger ensemble. Et pendant les jours de pique-nique, nous mangeons ensemble en groupe et nous parlons du début à la fin du repas. Et nous manquons ainsi, nous loupons l'opportunité de pratiquer, d'avoir ces visions profondes. Et même si on a des repas en silence, on a quand même ces conversations dans notre esprit, dans notre tête. Et donc, on loupe l'expérience, la pratique de vraiment voir l'interconnexion entre nous et la nourriture, entre nous et l'environnement. Et il y a tellement de gathas pour manger, ils sont très beaux. Et l'un des gathas, c'est en mangeant dans la dimension historique, je maintiens la vie de mes ancêtres. Donc je me nourris moi-même, mais en même temps je nourris mes ancêtres. Parce que mes ancêtres ne sont pas hors de moi. Mes ancêtres sont dans chaque cellule de mon corps. Cette vision profonde, Manas ne la voit pas. Et avec ce gatha, cette pratique, nous entraînons Manas à voir cela. Ensemble, nous ouvrons un chemin pour nos descendants. Donc, mes enfants font aussi partie de moi. Nous sommes monastiques, donc nous n'avons pas des enfants, des descendants génétiques, mais j'ai des enfants spirituels, peut-être pas des enfants, mais des personnes qui sont affectées par ma présence et ma pratique, que ce soit directement ou indirectement. Parce que nous savons que les énergies sont des choses qui voyagent à travers le temps et l'esprit. Ça n'est pas limité à mon corps, par exemple, l'énergie. Et que mon propre éveil peut contribuer à l'éveil collectif de l'humanité. Nous avons appris cela. Et donc, ma pratique, ma paix peut aussi affecter d'autres personnes de cette manière, parce que l'énergie circule. Et donc, d'une certaine manière, ils sont affectés par notre pratique et ils sont une continuation de nous. Tout comme nous sommes une continuation de Thaï et des maîtres ancestraux et du Bouddha. Une autre opportunité, nous, de pratiquer non seulement une fois, mais plusieurs fois, c'est d'aller aux toilettes, pipi ou plus. C'est un temps très paisible, on n'est pas dérangé par les autres, et c'est une opportunité de contempler l'entrée et sortie directement. Tout ce qu'on mange, qu'on fait rentrer, et maintenant on fait sortir et ça fait partie de la terre. Et un gatha que j'aime vraiment, c'est uriner dans la dimension ultime, quel échange merveilleux. Tout intérêt dans cette vie, j'intéresse avec le cosmos. Il n'y a ni croissant ni décroissant.
En vietnamien, le cosmos et moi, nous intersommes. Moi, je préfère ça. On parle des êtres humains, moi et les autres, toi, l'autre personne peut être le cosmos ou les fleurs. Ça, c'est un rappel constant. Donc, quand je vais aux toilettes, je suis connectée avec mes sœurs, avec la nourriture que je mange. Et c'est une autre expérience pour nous, pour vraiment apprécier la vision profonde de l'intérieur. Et aussi prendre une douche. Il y a un autre gatha. Naissance ni mort, au-delà du temps et de l'espace, tout n'est que transmission et héritage. Ce qui est transmis et ce qui est reçu ne font qu'un. Qui reçoit aussi ne font qu'un. Ce qui nous vient de nos parents, ce qui fait partie de nous, est vraiment connecté à ce que nous transmettons aussi. Ces gathas sont écrits par Thay et ils nous aident énormément. Ils nous aident dans la contemplation, dans la pratique de regard profond. Et moi, j'encourage aussi mes sœurs, mes jeunes sœurs à pratiquer ces gathas et de créer aussi leur propre gatha pour pratiquer dans la vie quotidienne. Et la respiration. Pour nous, nous pensons que quand on peut retourner à notre respiration, la respiration nous aide à ne pas être dispersés. La respiration nous aide à revenir au moment présent. Lorsque nous respirons et nous sommes vraiment là, et nous pouvons voir, nous prenons l'air que nous respirons. L'air, c'est l'environnement. Nous prenons l'air, nous sommes. L'air est indispensable. On ne peut pas vivre sans air. L'air que je respire maintenant, que j'inspire, c'est peut-être l'air que vous respirez. Vous expirez. C'est une contemplation simple, mais profonde. Cela nous aide à expérimenter l'inter-être, l'interconnexion, la nature de l'inter-être de soi-même avec tout le reste. Et nous pensons que c'est la pratique simple, mais c'est très puissant. C'est tellement puissant. Cela nous éclaire notre esprit. Cela nous aide à libérer l'attachement d'un soi, de manas. Et donc, manas est comme la boue de notre conscience. Et la vision profonde est comme la fleur de lotus. Donc le manas nous aide à cultiver le lotus.
Et la pratique, ce n'est pas jeter le manas. Euh, nous ne voulons pas effacer le manas de notre conscience parce que quand nous entraînons le manas, quand nous pratiquons le manas et lorsque nous regardons profondément le manas, la nature de l'intérieur, donc le manas va être transformé. Et quand le manas transforme, ça devient la sagesse de non-discrimination. C'est une sagesse qui nous aide à libérer des vues de moi ou pas moi, la vue de discrimination, la discrimination entre soi-même et les autres. Et cela nous aide à libérer de tout attachement. Quand on peut voir que ma sœur est moi-même, ma sœur fait partie de moi. L'air que je respire fait partie de moi-même. Donc c'est chaque moment de ma vie. Donc je nage dans l'environnement où il y a moi et les parties non moi. Grâce à cette contemplation, on peut apprécier vraiment la beauté de notre vie, les merveilles de la vie, chaque moment. Et lorsque je rentrais dans la salle de méditation, j'ai regardé mes sœurs et la sangha et je me suis dit, oh, c'est vraiment beau, c'est merveilleux. Et quand je suis rentrée dans la salle de méditation ce matin, à 5h30 du matin, et j'ai vu mes sœurs, et j'ai vu, waouh, c'est merveilleux. Mes sœurs, elles se lèvent tôt, et elles portent volontairement aller à la méditation assise très tôt le matin. Et c'est quelque chose de très beau de voir toute la sangha dans la salle de méditation très tôt le matin. And I'm coming in, and I sat down, and I'm Et breathing. je suis rentrée, je me suis assise et je respire et je me suis assise à côté de mes sœurs. J'aspire aussi l'odeur de mes sœurs. Et ça fait partie de moi. L'air que j'inspire fait partie de moi. Je ne sais pas comment vous pratiquez, mais quand vous rentrez dans la salle, vous respirez, vous inspirez, vous expirez et vous me nourrissez aussi en même temps. Donc, le matin, tout le monde est là dans la salle. C'est une bonne nouvelle. Tout le monde était dans la salle de méditation et nous apprécions vraiment la pratique de méditation assise ensemble avec toute la sangha. N'est-ce pas, mes sœurs? Donc la boue devient lotus. La boue
lorsque nous avons la vision profonde, la vision profonde de discrimination, donc la boue n'est plus la boue, mais en même temps, on peut voir la boue et le lotus. Et donc, lorsque le manas est libéré de perception erronée, de la croyance de soi-même, donc le manas a la vision profonde de non-discrimination. Donc, on est libre de l'attachement de manas. Ça, c'est une vision profonde, complète, quand il n'y a plus d'obstacles du tout. C'est comme un miroir qui reflète tout ce qui est dans notre conscience. Ça, c'est l'incité, c'est la nature véritable, notre nature véritable, la vérité absolue. Et aussi la conscience Cette sagesse, c'est la capacité de voir profondément dans le cœur et l'esprit de nous-mêmes, mais aussi des autres. C'est quand même un super pouvoir. Voir ce qui se passe en nous, mais aussi de comprendre ce qui se passe dans les autres. Nous regardons dans le cœur et dans l'esprit des autres, pas pour discriminer ou pour juger, mais pour voir, pour trouver des manières d'aider, pour trouver des moyens appropriés pour aider à soulager la souffrance et aussi pour voir clairement des pratiques et des enseignements qui pourraient être adaptés pour cette personne particulière, pour cet esprit et ce cœur particulier. C'est un peu comme un super pouvoir. Et les 5 consciences des sens sont aussi se transforment, sont aussi on peut les transformer. Elles deviennent une sagesse qui nous aide à réaliser des miracles dans le travail de service. Donc ces sagesses sont comme des miracles, comme des super pouvoirs aussi. Et c'est pas inatteignable, c'est vraiment au cœur de notre esprit. C'est déjà là. C'est juste que ça a été recouvert. Ça a été enseveli par notre esprit d'illusion, par manas. Et donc, quand on pratique la pleine conscience, la concentration et la vision profonde dans notre vie quotidienne, nous sommes vraiment en train de transformer manas. Et aussi, nous transformons les racines de cette tendance à discriminer en nous pour pouvoir devenir cette lumière, ce bodhisattva qui guide les gens, qui aide à aller dans la direction de la grande liberté, le grand bonheur et vers l'éveil. Et il ne s'agit pas seulement de l'éveil individuel, mais
de l'éveil collectif. Nous venons d'apprendre que l'individuel est fait du collectif. Et donc, quand il y a l'éveil d'un individu, il y a l'éveil du collectif en même temps. Et donc, chacun d'entre nous, quand nous pratiquons, nous pouvons nous éveiller. Nous pouvons être éveillés. Et c'est notre éveil qui contribue à l'éveil collectif de l'humanité. Donc c'est une très belle tâche dans laquelle nous nous engageons. Et c'est le but de notre vie. C'est un très bel effort que nous faisons. Cet effort de faire l'expérience de l'interconnexion, la beauté, les bienfaits et la vérité en nous et autour de nous. Pas seulement pour notre propre profit, pour notre éveil à nous-mêmes, mais aussi pour l'éveil collectif. Alors, merci beaucoup de faire partie de ce voyage tous ensemble. Et bonne continuation sur ce chemin, sur ce voyage. So let us Donc, listen to the 3 sounds of the bell. écoutons ensemble les 3 sons de la cloche. Listen while we are aware of our breathing, Écoutons of our body. en étant conscient de notre respiration et de notre corps. To quiet down, Écoutons pour pouvoir calmer notre esprit, to see the oneness pour voir l'unité, and the sun pour voir que and the earth. nous-mêmes, l'air, le soleil, la terre ne faisons qu'un, et la communauté aussi.